J'ai toujours trouvé que s'asseoir au coin du feu pour se raconter des histoires était l'une des plus belles choses humaines, par sa simplicité et son authenticité, que nous pouvions faire. En toute transparence, il n'existait pas de meilleur endroit, entre l'odeur de la résine des pins et les bruits furtifs de la forêt, pour vous raconter ce soir l'une des plus belles histoires des neurosciences. C'est l'une des plus belles histoires car il y a des chances qu'elle vous ait déjà fait verser une larme, au moins fait avoir ce fameux que j'appellerais le combo hochage de tête, fronçage de sourcils. Mais d'où ça vient? Je veux dire, comment une vibration de l'air, une onde mécanique du son peut nous impacter autant, nous rendre si nostalgiques? On les a tous expérimentées, elles nous parlent tous, mais pourtant on les connaît si peu, tant on aime se faire avoir par elles, se laisser porter, hypnotiser, dépasser. Alors d'où vient la nostalgie des sons? D'où viennent les émotions musicales? C'est l'histoire entièrement scientifique que nous allons explorer maintenant. Et croyez-moi, il y a de nombreux moments où vous allez vous dire « Ah, mais c'est pour ça que ça me fait ça !» Ok. Ok. Anciennement reconnu comme étant le mal du pays, inspiré des mots grecs signifiant retour et souffrance, concrètement nostos et algos, contraction, nostalgie. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la nostalgie était considérée comme, eh oui, comme une maladie. Ces symptômes étaient entre autres l'anorexie, des battements de cœur irréguliers, des larmes, et l'explication la plus scientifique que l'on avait par rapport à tout ça, c'était un démon qui se logeait dans les profondeurs du cerveau. Au XXe siècle, on s'est dit qu'une simple maladie psychiatrique c'était déjà plus soft, et il a fallu attendre 1979 et une étude de David pour démontrer définitivement que la nostalgie n'était pas une pathologie. Mais ce n'est pas le plus fou, il a fallu attendre 2006 et des études sur IRM pour montrer enfin que la nostalgie pouvait activer des zones dans le cerveau liées à la positivité et au bien-être. Les flambes, plus rien. Alors, je sais pas vous, mais j'arrive pas à m'imaginer jadis, lorsque l'on ressentait de la nostalgie sur une super belle musique, on pouvait alors se dire que c'était qu'un dérèglement mental. C'est quand même assez dommage, non ? Lors de la préparation de cette vidéo, de cette histoire, si j'ai trouvé facilement des articles qui parlaient de nostalgie dans les sciences cognitives, il n'y en avait pas vraiment qui parlaient exclusivement de la nostalgie rapportée à la musique. Mais, alors que les espoirs baissaient autant que mes yeux, j'ai lu ce titre, un de ces articles de recherche où la scientifique est aussi poétesse. Cartographie des esthétiques émotions musicales dans le cerveau. On doit cette masterclass à la chercheuse suisse Wegbe Trust, Wegbe, je connaissais pas non plus ce nom-là, désolé. Et, inspiré par cet article, c'est ici que notre aventure commence. Dès le début des années 2000, on a montré que les émotions musicales étaient différentes des émotions habituelles. Celles comme la peur, puisqu'elles ne sont pas orientées, les émotions musicales, dans un but donné ou dans un comportement donné. Oui, on sait que la peur et le... me fais pas peur comme ça. Oui, on sait par exemple que la peur et le stress servent à préparer le corps à mieux combattre ou à mieux fuir. Il y a un but pour parler avec un langage finaliste. Mais ressentir des émotions musicales, ça ne sert pas à la survie. On a donc vite proposé que ces émotions musicales ne sont pas apparues par l'évolution. Elles ne sont pas apparues pour avoir été utiles à notre survie. Ces émotions sont donc esthétiques. Alors esthétique, pas dans le sens de la beauté, mais dans le sens de l'harmonie. Ces activités cérébrales ne servent à rien, mais par chance, elles ont fini par prendre sens dans notre cerveau humain. Alors, pour partir en expédition dans les soubassements de ces émotions musicales, deux méthodes ont émergé. D'un côté, la méthode de Zettner. L'idée est que pour composer une émotion musicale, il faut mettre dans le shaker un ensemble de 9 composantes plus simples et mieux connues. Des composantes de joie, de tristesse. Alors oui, là pour l'instant ça ressemble beaucoup au film Vice Versa, mais il y a aussi de la tension, de l'émerveillement, de la tranquillité, de la puissance, quel jeu d'acteur, de la nostalgie, la fameuse, et aussi de la transcendance. Voilà, prêt à la vôtre. On apprendra aussi que ces 9 composantes peuvent être regroupées sous 3 ordres supérieurs que sont sublimité, vitalité
et malaise. Et là, peut-être que vous comprenez pas pourquoi, mais on y reviendra juste après, et vous allez voir, c'est trop cool, vous allez kiffer. La seconde méthode, après celle de Zettner, c'est celle de Russell. C'est une méthode en 2 dimensions, puisque l'on va placer chaque émotion musicale selon 2 axes, l'axe de la valence et l'axe de l'éveil. Alors, valence, oui, en psychologie, ce n'est pas une ville, c'est le synonyme d'un état de quelque chose d'agréable. En gros, selon Russell, chaque émotion musicale est plus ou moins agréable et sur un état d'éveil et d'excitation plus ou moins fort. Maintenant qu'on a la méthode, jouons avec. Jouons avec de véritables humains. C'est ici que rentre dans l'histoire un protagoniste très important que sont les avancées en neuroimagerie. Par exemple, vous savez les frissons qui parcourent la colonne vertébrale lorsqu'on a une émotion musicale très forte. Eh bien une technologie comme la tomographie à émission de positrons, alors ouais je sais ça sonne très interstellar, a par exemple permis de montrer que ces émotions de courbure d'échine naissent en fait directement dans les zones de la mémoire et de l'abstraction dans le cerveau. Mais la technologie qui va vraiment nous intéresser, c'est l'IRM fonctionnelle. Celle qui permet de voir en direct dans le cerveau les zones qui s'activent le plus. En combinant les méthodes de Zettner et Russell, on peut obtenir une cartographie comme celle-ci. Et n'ayez pas peur, elle est super facile à comprendre. En vert par exemple, Russell nous dit état très agréable, donc haute valence, mais état d'excitation et d'éveil assez bas. Et la méthode de Zettner nous dit qu'on y retrouve, dans cette proportion de l'image, la tendresse, la quiétude et la fameuse nostalgie. Et si l'on combine tout ça avec les IRM, on voit que les zones qui s'activent dans ces émotions musicales très particulières, ce sont les zones hippocampale et striatale ventrale, donc en d'autres termes, en langage décodé, les zones impliquées dans la mémoire et les zones impliquées dans le plaisir. Vitalité, sublimité, malaise. Vous vous souvenez? Ces 3 grandes composantes regroupant en fait les 9 de la méthode de Zettner. Eh bien, la vitalité et le malaise se placent sans trop de soucis sur ces échelles de Zettner et de Russell. On comprend facilement que la vitalité, c'est le contraire du malaise, ce qui est très facile à placer sur une échelle de très agréable à pas agréable du tout. Mais la sublimité, elle. Ce qui est sublime est très difficile à placer puisque cela peut être aussi bien positif que négatif. Vous pouvez très bien pleurer sur une musique triste tout en trouvant ça sublime. D'où la complexité des émotions musicales et vous allez voir où je veux en venir. On peut facilement séparer les émotions musicales selon leur état d'éveil. Dans les émotions très éveillées, c'est typiquement le cortex moteur et le cervelet qui sont très activés. C'est très certainement lié à cette envie de danser ou simplement de hocher la tête. On a aussi une très forte activité des aires cérébrales dédiées à l'audition, sans passer par les zones de la mémoire, ce qui laisse penser que c'est sûrement pour mieux ressentir le tempo sans que cela soit trop déformé. Sauf que les émotions de faible état d'éveil, eh bien c'est assez différent. Ce sont surtout le système limbique et l'hippocampe qui s'activent. On engage donc la mémoire, les souvenirs, on engage donc une projection du présent sur des moments du passé enregistrés. Et on active même les zones du cortex préfrontal, les zones dédiées à l'abstraction et à l'errance de l'esprit. État de faible éveil donc. Cela ne fait penser à rien. L'état de faible éveil, il est très proche de l'état de celui des rêves. Et c'est pile l'état que l'on pense être lié à celui de la sublimité. Si le sublime peut être positif ou négatif, c'est parce que joie ou tristesse, le sublime, c'est avant tout de la rêverie. Ouais, il y a une zone dont on n'a pas encore parlé. C'est l'aire tegmentale ventrale et c'est celle qui joue un rôle clé dans le circuit de la motivation, donc dans le circuit de la récompense. Vous savez, ces mêmes circuits impliqués dans la nourriture, le sexe, les drogues. On pense donc que l'intérêt entre guillemets de la nostalgie dans le cadre de la musique, si elle est liée d'un côté à la mémoire et au souvenir, et de l'autre à la motivation et à la récompense, eh bien, on hypothétise qu'elle a le pouvoir de réécrire un souvenir avec plus de positivité. En clair, la nostalgie, c'est votre cerveau qui veut explicitement modifier un souvenir pour le rendre meilleur. C'est pas fou quand même? Enfin, vous vous rendez compte? Attendez, je répète. La nostalgie, c'est votre cerveau qui veut explicitement réécrire un souvenir pour le rendre meilleur.
C'est fascinant que la nostalgie, quelque chose de si personnel, de si commun également, est en fait une forêt impénétrable et indéchiffrable quand on la regarde sur des IRM. D'ailleurs, Wake Bay Trust, la scientifique dont on parlait au tout début, conclut son article en disant que tout cela fournit un substrat pour le pouvoir énigmatique et la richesse expérientielle de ces émotions. Eh bien, depuis que j'ai découvert toute leur complexité, je classe maintenant mes playlists Spotify uniquement en fonction des émotions que les musiques me procurent. Saw him down in a dump, hurling armloads of junk into a pickup, bound for the yard. He was skittish and strange, like a wild dog with mange, and there was blood where his veins ran hard. Wading deep through the grime, he found a long copper line, and he jumped up, leaped to the ground, and you thought he'd struck gold the way he